Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve comme toutes les semaines pour Cœur de patrimoine. Chaque mercredi, vous le savez, on passe une petite heure ensemble pour évoquer la gestion de votre épargne avec les éclairages de nombreux spécialistes, des éclairages qu'ils vous apportent chaque semaine. Au sommaire de ce 43e numéro, on va commencer par s'adresser aux dirigeants d'entreprise et on va causer de gestion de la trésorerie excédentaire. Et puis, face au bruit et à la fureur liée aux annonces de Donald Trump, on essaiera de prendre le temps d'y voir plus clair sur la conjoncture et les réactions des marchés. Enfin, on vous présentera un tout nouveau simulateur d'investissement immobilier. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour ouvrir donc Cœur de patrimoine, on accueille Charles François. Bonjour Charles. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, président, cofondateur de A3 Patrimoine. Et je le disais en introduction, on va parler avec vous de la gestion de trésorerie excédentaire. Là, on parle vraiment de dirigeants d'entreprise, etc. Et vous estimez, Charles, que c'est plutôt le parent pauvre de la gestion du patrimoine du dirigeant d'entreprise. Pourquoi, selon vous, ce sujet qui apparaît pour le quasi-néophyte que je suis en gestion d'entreprise, quelque chose d'important, sa trésorerie excédentaire. Pourquoi est-ce que vous dites c'est peu traité par le dirigeant, en fait ? Il y a plusieurs raisons déjà qui font que je dis à chaque fois que c'est le parent pauvre de la gestion de patrimoine. La première raison, c'est une raison chiffrée, qui est qu'en France, on a 68 millions de personnes et 3 millions d'entreprises. Donc les cabinets de gestion de patrimoine vont aller plus volontiers accompagner les dirigeants ou les Français lambda pour la gestion de leur patrimoine, plutôt que les sociétés qui sont devenues un petit peu une activité de niche dans le monde de la gestion patrimoine. Ça, c'est la raison un petit peu rationnelle. Ensuite, il y a d'autres raisons qui sont celles-ci un petit peu plus psychologiques, liées aux dirigeants d'entreprise. C'est que très souvent, les dirigeants que l'on rencontre, nous, régulièrement dans le cabinet A3 Patrimoine, pensent que leur trésorerie d'entreprise, elle doit être absolument mise sous cloche. On ne doit absolument pas y toucher, on doit la préserver. Alors, c'est vrai, mais justement, du fait qu'on doive la préserver, il faut s'y intéresser et la placer. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que les dirigeants d'entreprise pensent que la gestion de cash excédentaire est réservée aux grosses structures. Ça, c'est absolument faux. Dans le monde des conseillers en gestion de patrimoine, on peut adresser de la gestion de trésorerie d'entreprise à partir de 50 000 €. Il faut le savoir et c'est assez peu connu. Et ensuite, le troisième biais que nous observons toujours, c'est que très souvent, ces mêmes dirigeants pensent que ce sont essentiellement les holdings patrimoniales qui ont besoin d'accompagnement, alors que non, nous avons des offres pour les sociétés commerciales. Et enfin, la partie expertise comptable aussi, c'est souvent de l'expert comptable que doit venir le premier tilt par rapport à ce sujet. Ouais. Du coup, quand on est dirigeant, peut-être qu'on vous entend ce matin, on se dit OK, visiblement, il faut que je m'y intéresse, faut que ça bouge, mais on commence par quoi ? On commence par... Si on a envie de traiter de ce sujet. Bien sûr, il faut bien commencer par un sujet. Le premier, c'est de faire un point avec son expert comptable. J'en parlais précédemment. L'expert comptable va permettre d'analyser cette trésorerie, puisque la trésorerie, on peut la compartimenter en 3 parties. La première, ça va être le BFR, le besoin en fonds de roulement. C'est la trésorerie qu'on va rendre utile pour le fonctionnement de la société. Schématiquement, entre le moment où on doit payer la matière première et le moment où on encaisse le produit fini, la vente du produit fini, on a besoin de trésorerie pour payer les charges courantes, les salariés, etc. Cette partie-là, on n'a pas à l'utiliser, on n'a pas à la toucher, elle est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Ensuite, le deuxième niveau de la trésorerie d'entreprise, ça va être la trésorerie de précaution. Celle-ci, on doit la garder en cas de coup dur. On la place à très court terme sur des choses qui sont garanties. Là, pareil, on a peu de moyens d'optimiser cela, mais il faut quand même pouvoir la différencier. Ensuite, là où il y a un vrai sujet, c'est sur la troisième partie de la trésorerie d'entreprise. Cette trésorerie que l'on peut placer à moyen-long terme. Moyen-long terme, en trésorerie pour des sociétés, ça va être à horizon 3-5 ans avec un profil assez équilibré. Mais la première étape, donc, lorsqu'on est dirigeant, c'est de se rapprocher de son expert comptable et d'analyser cette trésorerie et de pouvoir la compartimenter avec ces 3 sous-blocs.
Enfin, excusez-moi Charles, les horizons de placement sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais on n'est pas loin de la gestion de patrimoine du particulier, j'ai envie de dire, entre le livret A, enfin voilà. On a d'ailleurs les mêmes produits, en fait. On peut, le dirigeant d'entreprise, il peut partir sur le même raisonnement, entre guillemets. Il a finalement un champ des possibles qui est similaire entre lui, dirigeant d'entreprise, enfin personne morale donc, et ce qu'il fait lui en tant que particulier. Alors c'est vrai que l'approche initiale est la même, puisqu'il faut compartimenter en fonction des besoins et des objectifs, mais le champ des possibles, effectivement, lui, est très différent. En tant que personne physique, on a accès à des livrets réglementés, le livret A, le LDD, le livret d'épargne populaire. Ouais, et ça n'existe pas pour les boîtes. On n'en a pas pour les personnes morales. Le contrat d'assurance vie, pareil, personne physique, c'est une belle enveloppe. On ne l'a pas pour les sociétés. Le PEA, idem pour la partie plus dynamique. Donc là, le champ des possibles est un petit peu restreint et pour la trésorerie de précaution, il n'y a même pas de choix à regarder. Il faut se diriger vers les comptes à terme. Mais même à ce niveau-là, au niveau des comptes à terme, il faut bien penser à mettre en concurrence les différents établissements bancaires parce qu'il y a des vraies disparités par rapport aux taux qui sont servis pour cette partie trésorerie excédentaire. Ensuite, pour la trésorerie moyen terme, là, le champ des possibles est un petit peu plus vaste, mais quand même plus restreint par rapport à une personne physique, puisqu'on va aller chercher essentiellement 3 typologies d'enveloppes. Nous, ce qu'on préconise chez A3 Patrimoine, ça va être de regarder aux alentours des comptes titres ordinaires, donc des enveloppes bancaires, une enveloppe assez flexible que l'on peut ouvrir à partir de 50 000 euros. Pas d'accès aux fonds euros, mais tout ce qui peut avoir un code ISIN peut être logé au sein d'un compte titre. Ensuite, l'étape supplémentaire, ça va être cette fois le contrat de capitalisation qui ressemble un petit peu, que l'on peut définir comme le cousin du contrat d'assurance vie. Le contrat de capitalisation, lui, c'est un produit d'assurance. Donc, on peut avoir parfois accès avec quelques contraintes aux fonds euros. Donc, ça peut être intéressant pour un dirigeant d'entreprise qui veut avoir son capital garanti. Mais on peut également y loger toute une typologie de fonds obligataires, de fonds monétaires, de produits structurés aussi, de stratégies un petit peu alternatives telles les fonds long-short, mais toujours avec une appétence, avec un risque qu'on va dire moyen, qu'on va qualifier de moyen, et sur une durée aux alentours de 3 à 5 ans. Ça va être sur les 2 enveloppes financières, le compte titre ordinaire, le contrat de capitalisation. On peut aussi aller chercher un petit peu de sujets immobiliers à travers un nom un peu barbare qui va être l'usufruit temporaire de SCPI. Donc il ne faut pas se laisser avoir par ce terme-là qui est en fait pas très très compliqué. Dans usufruit temporaire de SCPI, on va voir les SCPI. Donc rapidement, c'est investir dans une société qui va acquérir de l'immobilier, le gérer, et on va récupérer une partie des loyers. Et l'usufruit, ça va être pareil schématiquement pour l'acquisition d'un bien immobilier. On a la pleine propriété qui se divise en 2 blocs. La nue propriété, la possession, et l'usufruit, le fait de pouvoir jouir des fruits, donc des loyers. Et cette partie-là d'usufruit temporaire de SCPI, elle va permettre à une société d'acquérir des revenus complémentaires tout en amortissant cette partie-là. Donc, il y a un double gain, impôt sur les sociétés et en plus revenu complémentaire. Donc, avec ces 3 enveloppes, compte titre ordinaire, contrat de capitalisation et usufruit temporaire de SCPI, on a de quoi faire une vraie belle stratégie. On couvre finalement l'entièreté de la trésorerie excédentaire dont vous parliez au démarrage. Voilà, toutes les classes d'actifs. De cet entretien, Charles. Est-ce qu'il y a des questions fiscales qui doivent rentrer en ligne de mire ? Je suis désolé de ramener toujours tout à la fiscalité, mais... On est en France, donc effectivement, il va y avoir un sujet fiscal par rapport au traitement de ces enveloppes. Et vu qu'on est en France, sur les 3 enveloppes que je viens de citer, il y a 3 fonctionnements différents. Donc, ce serait trop simple. Exactement. Donc, pour continuer sur la partie immobilière avec l'usufruit temporaire de SCPI, on a 2 leviers. Le premier, c'est que cet usufruit, c'est un actif, donc on va pouvoir l'amortir. On va avoir un premier gain par rapport à l'impôt sur les sociétés, puisque ça représente une charge. Et en face, les loyers, eux, sont des revenus qui vont être soumis à l'impôt sur les sociétés. Ensuite, pour le compte titre ordinaire, au niveau fiscal, comment est-ce que c'est traité ? C'est relativement simple, là, pour le coup. À chaque clôture d'exercice, au 31 décembre par exemple, on va regarder les plus-values, éventuellement compensées par quelques moins-values, et ce solde va être amené en résultat qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et là où ça se complexifie un petit peu, ça va être sur le contrat de capitalisation, quoique là on va avoir une fiscalité qui va être fixe, qui va être calculée via une formule mathématique dès le début, donc je vous passe les détails. Mais là on va avoir quelque chose d'assez figé tout au long de la durée de vie du contrat de capitalisation. Et lors de la clôture de ce contrat, on va ajuster en fonction de l'impôt sur les sociétés. Bon, malgré tout,
même si ça n'apparaît pas d'une complexité folle, on sent que pour les différentes cases, pour les différents produits, c'est plutôt pas mal d'être accompagné. Vous n'allez pas me dire que non. Mais ça a un coût, ça, j'imagine aussi. Le chef d'entreprise, il faut qu'il fasse appel à son CGP. Combien ça va lui coûter, par exemple, de, entre guillemets, faire gérer sa trésorerie par Charles François? Oui, c'est une vraie question que les dirigeants peuvent se poser. Alors, sur la partie trésorerie de précaution, sur les comptes à terme, il n'y a pas de frais. Ce sont les banques qui gèrent ça. On a un montant, un capital garanti. On a des intérêts qui sont fixés au démarrage et qui sont donnés à échéance. Donc là, il n'y a pas de sujet. Si on revient à la trésorerie moyen terme, là, pour le coup, il va y avoir un coût qui va dépendre du modèle du conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est toujours une dualité. La première partie, ça va être soit des rétrocessions. Donc là, une fois que l'enveloppe est ouverte, le compte-titre ou le contrat de capitalisation, les frais sont prélevés par la banque ou la compagnie d'assurance et une partie est reversée au cabinet. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de facturation entre la société et le conseiller, puisque tout est pris sur le capital qui a été précédemment placé. Ou il y a un autre modèle qui est possible, c'est celui des honoraires qu'on essaye, nous, de mettre en place au sein du cabinet A3 Patrimoine. Et celui-ci, il a comme avantage que le cabinet peut s'occuper de la gestion d'enveloppes qu'il n'a pas dans son périmètre. Si un dirigeant d'entreprise a déjà un contrat ou un compte-titre ouvert précédemment dans sa banque parce qu'il aime bien sa banque pour une raison X ou Y, on peut se mettre malgré tout entre le client et cette enveloppe pour le conseiller, pour l'aider, pour l'accompagner. Et là, on facture des honoraires. L'avantage, c'est qu'on ne touche pas au capital, mais par contre, il y a une facturation qui est faite auprès de la société. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités sur ces stratégies-là. L'objectif final, toujours, doit être de faire travailler cette trésorerie d'entreprise, non pas pour faire des performances exceptionnelles, mais à minima pour couvrir l'inflation, puisque si on ne le place pas, on perd l'inflation et cette trésorerie-là perd de sa valeur. Donc, le premier réflexe, aller voir son expert comptable et ensuite être accompagné d'un conseiller si on en a un, ou sinon, nous, on est absolument à la disposition de ceux qui seraient intéressés. Charles François, donc président cofondateur d'A3 Patrimoine. Et puis petite discrétion, parce que cette question entre rétrocession et honoraire, ça ne concerne pas que la gestion de la trésorerie excédentaire. C'est un débat qui agite tout le monde de la gestion de patrimoine depuis des années. Merci Charles et à bientôt. Merci Cédric, au revoir. Et nous on poursuit Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et depuis les annonces de Donald Trump, quand on parcourt les différentes notes qui fourmillent dans le monde de la gestion de patrimoine, on a des mots comme bruit, comme fureur, comme libération. Enfin bref, voilà, il y a énormément de questions et vous l'avez certainement vu, les marchés ont largement réagi à toutes ces annonces et on a besoin de prendre le temps de se poser et de réfléchir pour voir comment aborder finalement, comment analyser tout cela de façon un peu plus posée et on va le faire grâce à Emmanuel Salle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Merci d'être là, président de la financière de la Cité. Comment est-ce qu'on évalue finalement, comment vous évaluez l'impact de toutes ces hausses de tarifs douaniers annoncées depuis quelques jours par Donald Trump ? Écoutez, Cédric, c'est tout à fait majeur. C'est tout à fait majeur. Il faut savoir que c'est quand même la hausse de tarifs la plus élevée, non pas depuis les années 30, comme on le lit parfois, mais depuis plus d'un siècle. Il faut remonter effectivement à 1909, vous le voyez, pour pour enregistrer une telle hausse de tarifs. Donc c'est tout à fait majeur. Et il faut voir qu'en 1909, les États-Unis étaient beaucoup moins dépendants du monde. C'était une économie assez largement autarcique. Et aujourd'hui, la situation est complètement différente. Donc il y a un effet absolument majeur sur l'économie mondiale. D'abord, en premier lieu sur la Chine, qui connaît la plus forte hausse de tarifs, mais également sur l'ensemble des pays du monde développé, l'Europe bien évidemment, mais également les pays émergents, l'Afrique, toute l'Asie émergente également, qui sera directement touchée. Donc c'est un effet quand même absolument majeur sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et il est assez logique d'ailleurs que les bourses en tiennent compte. Vous avez une forte baisse de la bourse américaine, une forte baisse de l'Asie, une baisse également des bourses européennes. C'est tout à fait logique. Et je crois qu'il y a en fait deux effets. Il y a deux effets. Il y a un effet immédiat qui est en fait la contraction sur l'économie mondiale, parce qu'une hausse de tarifs, c'est une ponction sur les ressources de l'économie mondiale. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, ça va peser sur toutes les chaînes logistiques, sur la vie des boîtes. Absolument. Ça pose d'abord, ça va peser sur les prix, ça va peser sur l'ensemble des chaînes logistiques, sur les canaux, les circuits qui ont été mis en place pour exporter des biens aux États-Unis. Ça va peser bien évidemment sur les Américains. Et donc, c'est une forme de ponction, de tarif, d'impôt en quelque sorte, qui est prélevé sur l'ensemble de l'économie mondiale. Alors, l'administration
l'administration Trump évalue les ressources pour le Trésor américain de l'ordre de 600 milliards de dollars par an sur une période de 10 ans, c'est quand même d'une certaine candeur, parce que cela suppose que les marchés eux-mêmes ne vont pas s'ajuster en quelque sorte à cette nouvelle donne. On sait très bien que les circuits commerciaux vont s'adapter si Trump décide de maintenir ses tarifs. En tout cas, le premier effet, c'est celui-là. C'est une ponction sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et le second, c'est peut-être le plus grave, c'est la perte de confiance dans on peut aller jusqu'à dire jusqu'en le sérieux, en tout cas, de l'économie américaine, dans la perte de confiance envers les institutions américaines, envers la façon dont les États-Unis... Ce qu'on appelait le soft power. Effectivement, il y a le soft power, mais également on attendait finalement des États-Unis qu'ils étaient non seulement le consommateur mondial, le consommateur en dernier ressort, mais également d'intervenir dans l'économie lorsque ça se passait mal. Ce qui attirait les investisseurs aux États-Unis, c'est la cohérence de la politique monétaire américaine avec sa politique économique, c'est la visibilité de ces choix macroéconomiques. Et là, c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, on a eu des annonces, ensuite des revirements, de nouvelles annonces. Même pour les tarifs, cet après-midi, nous avons des bruits qui laissent entendre que Trump pourrait revoir sa position sur 50 à 90 pays faisant partie de l'accord. Immédiatement, les marchés reprennent 3 à 4%. Quelques minutes après, on apprend par la presse que ces bris ne sont pas confirmés par la Maison-Blanche. Du coup, les marchés retombent. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas piloter une économie, on ne peut pas piloter les investissements américains aux États-Unis dans cette situation-là. Alors peut-être que pour les tarifs, l'équipe Trump va se rendre compte du mal qui a été fait et pourrait revenir en arrière. Mais pour les investissements étrangers aux États-Unis, il y a un manque de visibilité qui, là, va laisser des traces durables. Et on ne parle pas de l'émoi des pingouins oui, et on ne parle pas effectivement de la taxation de Saint-Pierre-et-Miquelon ou Madagascar. Est-ce qu'on imagine que ça va forcément, entre guillemets, se transformer en récession économique dans les mois à venir? Ou est-ce que cette crainte-là, qui transparaît dans toutes les réactions de marché, vous semble un peu exagérée? Écoutez, moi, non seulement elle ne me semble pas exagérée, mais j'irais même plus loin. J'ai le sentiment que le marché regarde uniquement les données de court terme. Il a été plus ou moins rassuré finalement par les données de l'emploi qui en fin de semaine dernière a été plutôt favorable aux États-Unis. Donc on se disait oui, peut-être y a-t-il une récession, etc. La probabilité d'une récession devient aujourd'hui plus importante. Et il y a les deux notes quand même de Goldman Sachs ce matin, également de JP Morgan, qui ont alerté les investisseurs sur le risque de récession aux États-Unis. Maintenant qui est pricé, comme on dit dans nos métiers, dont la probabilité est reconnue comme supérieure à 50% aux États-Unis. Et ça, par Goldman Sachs, c'est pas rien. Mais je crois qu'au-delà de la récession, le risque, c'est une contraction globale de la demande mondiale. Et du coup, par quels indicateurs on doit surveiller ça? Parce que le premier qui va être sûr de son coup, on se souvient de tous ceux qui ont pronostiqué avec justesse tel et tel événement, ça devient quasiment des demi-dieux vivants. Quels indicateurs, Emmanuel, vous avez envie d'avoir vraiment sur votre bureau maintenant pour appréhender cette situation américaine? Écoutez, je crois que ce qui sera absolument déterminant, c'est la position de la Fed. Si la Fed décide d'intervenir, effectivement, on peut sauver le malade, si je puis dire. En revanche, si la Fed décide de maintenir ses taux inchangés, et aujourd'hui, c'est plus ou moins quand même le pari qu'elle fait, de maintenir ses taux inchangés afin de lutter contre les pressions inflationnistes consécutives aux tarifs, je crains qu'on n'ait pas de signaux positifs à court terme. Et au-delà de cela, il y a moins d'indicateurs à court terme, d'indicateurs à haute fréquence qu'un climat général. Enfin, je suis désolé, quand on voit quand même la première économie mondiale qui est pilotée de cette façon, avec une formule d'application de tarifs dont on connaît les biais, qui a été en plus visiblement appliquée avec un certain nombre d'erreurs. Quand on voit également la clôture idéologique de l'équipe Trump, quand on voit le profil des personnes qui, semble-t-il, aujourd'hui décident de la politique économique, de la politique tarifaire, également de la stratégie américaine, on peut quand même nourrir un certain nombre d'inquiétudes. Et donc aujourd'hui, ma crainte, je vous le dis très très franchement, c'est moins une récession de court terme, une récession technique, mais plutôt une dépression, c'est-à-dire en fait une contraction globale de la demande mondiale, à laquelle personne ne fera rien pour contrer les effets.
Du coup, dans cet environnement-là, quand on est investisseur, comment est-ce qu'on peut naviguer Écoutez, je crois que c'est assez difficile parce que la question Trump a rebattu complètement les cartes, dans le pire des sens. Des situations habituelles, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez du dollar parce que le dollar est supposé être une monnaie finalement sûre, un actif sûr. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas parce que le dollar baisse. Pourquoi le dollar baisse ? Parce qu'effectivement, c'est la fin de l'exceptionnalisme américain. C'est d'ailleurs ce que souhaite Trump. Trump souhaite d'une certaine façon que les États-Unis redeviennent une nation comme les autres, une nation comme elle était au 19e siècle finalement. Et il ne fait rien effectivement pour empêcher cela. Donc aujourd'hui, le dollar ne doit plus être considéré véritablement comme une valeur refuge. Quand vous avez aujourd'hui JP Morgan et Goldman Sachs qui vont dans ce sens-là, ça vous conduit quand même à réfléchir. Donc je crois qu'on mettra un certain temps avant d'avoir un retour des investissements aux États-Unis. En revanche, qu'est-ce qui reste ? Vous avez des monnaies qui aujourd'hui se portent bien. C'est le cas du franc suisse, bien évidemment. C'est le cas de l'euro, et c'est normal parce que l'Europe fait le nécessaire pour qu'il y ait un retour de la croissance. Et bien évidemment, c'est le cas également de la valeur refuge par excellence qui est l'or. Qui a progressé très fortement et qui et donc aujourd'hui une stratégie entre guillemets de couverture, elle se ferait à base de Suisse, à base d'euros, à base d'or. Alors je pense que le plus simple pour nos éditeurs, c'est l'euro tout simplement. Et l'or, bien évidemment. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. L'or, c'est comme une monnaie, c'est comme une devise. Donc, il faut être prudent. Donc, mais 10% d'or dans les patrimoines, de façon structurelle, je pense que ça prend tout à fait son sens. Et s'agissant de l'euro, je crois qu'aujourd'hui, on peut se féliciter effectivement qu'il y a un progrès de l'euro. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on voit que les marchés européens, finalement, se sont assez bien portés depuis le début de l'année jusqu'à cet événement sur les tarifs. Et l'euro a continué de monter, ainsi que les taux d'intérêt. Et ça traduit, en fait, un retour de confiance envers l'Europe. Et ça, on doit s'en féliciter. Parce qu'une monnaie, fondamentalement, c'est une action sur un pays. Donc, si l'euro monte, c'est tout simplement parce qu'il y a des perspectives de croissance qui s'améliorent en Europe, davantage de visibilité. Et on peut considérer que, pour une fois, un pilotage macroéconomique, macro-financier, meilleur en Europe qu'aux États-Unis. En revanche, aux États-Unis, avant que les investissements reviennent là-bas, je pense que ça prendra un certain temps. Surtout que, vous avez vu que Trump a menacé la Taïwan, après avoir agonisé d'injures différents États. Donc si Taïwan se met dans les bras de la Chine, vous avez vu qu'il y a des manœuvres chinoises autour de Taïwan, si Taïwan est privé de la protection américaine, que deviendra TSMC ? Que deviendra l'avance technologique américaine si TSMC passe dans les mains chinoises ? Et aujourd'hui, rien n'est fait. Du coup, si on est taïwanais, on se dit finalement qu'on va être mangé comme les Ukrainiens. Justement, tiens, puisqu'on dit un mot de la Chine, à l'exception de cette question de Taïwan, qui est, loin s'en faut, une vraie question, mais on a l'impression qu'en ce moment, le pouvoir chinois, et figurons-le par Xi Jinping, mais fait tout pour être l'exact opposé de Donald Trump. Il souhaite la bienvenue à tout le monde, il essaie de nous dessiner un monde où chacun va commercer dans le plus grand intérêt de chacun, il essaye d'ouvrir encore plus les portes de la Chine. Enfin, on peut y croire ou pas à cette idée de se dire finalement le nouveau héros du commerce mondial, de la bonne marche de l'économie, de l'économie de marché, etc. Ce sera Pékin, ce sera la Chine. Écoutez, j'y croirais lorsque la Chine relancera véritablement son économie, ses investissements et sa consommation. Aujourd'hui, elle ne prend pas ce chemin. Elle prend plutôt le chemin de la dévaluation du yuan. Elle maintient des excédents de production, des capacités de production considérables. Donc, on va avoir des excédents de batteries, de véhicules électriques, de tout ce que vous souhaitez qui est fabriqué en Chine sur les marchés européens. Donc, la Chine, aujourd'hui, elle exporte plutôt de la déflation. Alors, c'est vrai qu'elle a un positionnement qui apparaît plus sage, de plus long terme que celui des États-Unis. Elle ne s'exprime pas de la même façon que l'administration Trump. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, je vois difficilement comment l'Europe peut compter sur un partenariat commercial équilibré avec la Chine. La Chine poursuit une stratégie de conquête de nouveaux marchés et de conquête d'imposition de ses standards technologiques. Et l'Europe apparaît comme assez fortement ouverte à cette tendance. Une fois qu'on s'est dit tout ça, et qu'on a dit la difficulté que peuvent rencontrer les investisseurs, est-ce que vous imaginez qu'il y a quand même quelques opportunités ? Parce que
On dit toujours qu'il faut acheter quand ça baisse, entre guillemets. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, notamment, voilà, je pense à quelques secteurs actions, peut-être technologiques, même aux États-Unis, qui ont bu le bouillon. Est-ce que, voilà, il y a des opportunités, selon vous, qui se sont peut-être créées sur ces marchés actions à l'heure de cette crise? Écoutez, aujourd'hui, je prendrai quand même un peu de temps pour revenir aux États-Unis, parce que je crois qu'il y a quand même un vrai problème de cohérence. Y compris sur le secteur technologique. Y compris sur le secteur technologique. Enfin, je pense qu'il y a véritablement un problème de cohérence de la stratégie économique, monétaire aux États-Unis. On va voir peut-être même que si Jérôme Powell, par exemple, est remercié par le président Trump, il peut être remplacé par un fanatique du retour à l'état noir, par exemple, on en a parlé. Donc, dans ce cas-là, l'effet déflationniste sur l'économie américaine sera absolument sévère. Donc, aujourd'hui, très sincèrement, les États-Unis poursuivent une forme de rêve héroïque et brutal, enfin plus brutal qu'héroïque d'ailleurs. Je crois qu'il faut les laisser purger ce moment. Et on verra que lorsque la poussière aura retombé, si on peut revenir vers les États-Unis. Je pense que pour le moment, il faut être extrêmement prudent. L'Europe offre, à mon sens, davantage d'opportunités. Et en Europe, les valeurs de la défense sont très fortement corrigées à la suite des derniers événements. Je pense que là, on a véritablement de la valeur. On a également de la valeur, je pense, sur les obligations convertibles. C'est un marché qui, finalement, a montré une très forte résistance depuis le début de l'année. Et les obligations convertibles, elles sont conçues justement pour protéger durant les périodes de baisse et accompagner les périodes de hausse. Ça, je crois que c'est un bon moment pour rentrer sur cette classe d'actifs. Et puis, bien évidemment, on a tout ce qui peut relever du secteur de la consommation domestique, enfin de tout ce qui pourrait plus ou moins participer d'une relance européenne. Alors, tout dépendra de l'efficacité du plan de relance allemand. C'est 1 000 milliards d'euros sur 10 ans. Donc, c'est tout à fait considérable. Les Allemands nous ont habitués souvent à promettre beaucoup et faut que ce soit faire assez transformé, peu. Quoi. Donc il faut que ce soit transformé, mais il me semble là que le chemin que prend l'économie européenne est plutôt le bon. Il y a quand même un acteur clé là-dedans, c'est la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Et si les tensions financières se propagent, si le ralentissement de l'économie se confirme, il faudra vraisemblablement quand même que la BCE intervienne de façon plus nette. Je vais vous titiller un petit peu sur peut-être des classes d'actifs qui sont moins votre genre de beauté ou moins la base de travail de la financière de la cité, mais on lit pas mal que certaines classes d'actifs, par exemple, il y a le private equity qui est souvent mis en avant, pourrait être une carte à jouer dans ce contexte-là, parce que permettant plus de résistance, etc., moins de d'à-coups et autres. Est-ce que vous dites, tiens, oui, effectivement, ce genre d'actifs peuvent être un stabilisateur, entre guillemets, d'un portefeuille, d'un patrimoine? Cédric, moi, vous savez, je préfère le grand bain des marchés à celui du private equity. Bien sûr, de très grands professionnels du private equity. Mais je lisais ce matin que beaucoup d'investisseurs institutionnels, compte tenu de la baisse des marchés cotés, étaient obligés de réévaluer leur position sur les marchés du private equity et étaient en train de demander la sortie de leurs fonds de private equity. Donc ça va générer des sorties importantes. Est-ce que ces fonds seront tous en mesure d'honorer ces rachats? La question se pose. Il faut savoir que certains institutionnels ont demandé même des sorties anticipées qui les amènent à faire une croix sur à peu près 20% de la valeur de leurs encours. Donc ils sont prêts à sortir à 80% de la valeur à tout prix, de façon à ajuster leur position, notamment pour des motifs strictement prudentiels. Ça conduit quand même à se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, lorsque les conditions financières se tendent, et c'est le cas du fait de la baisse des marchés d'actions, et que les banques centrales n'interviennent pas, puisqu'on n'est pas encore à un point où les banques centrales vont intervenir, ce sont les classes d'actifs les plus illiquides qui souffrent davantage. Et c'est malheureusement le cas du private equity. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Cédric. Emmanuel Salle est la financière de la cité dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer Cœur de patrimoine, je vous l'ai promis en ouvrant cette émission, on va découvrir une nouvelle proposition en termes de simulation d'investissement immobilier grâce à Josh Tartour. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être là, cofondateur de Zeio. Je précise cofondateur parce que vous êtes là tout seul, mais en vrai, il y a 2 frères, 2 jumeaux derrière cette nouveauté. Je vous laisse, Josh, nous présenter un peu Zeio. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai un frère jumeau. J'ai cofondé du coup Zeio avec mon frère Solal. Zeio, aujourd'hui, c'est un SaaS qui regroupe tout un panel d'outils
qui permet à chaque investisseur, donc primo-investisseur jusqu'à marchand de biens, de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées sur son investissement immobilier. Alors c'est tout nouveau puisque ça a quelques semaines. Expliquez-nous un peu la genèse. Comment deux frères jumeaux, parce que c'est aussi particulier, décident de se lancer et de créer une boîte? Alors mon frère et moi, on a toujours eu cette envie d'entreprendre donc, depuis très jeune. Et on s'est dit il y a quelques mois, pourquoi pas combiner nos deux métiers, nos deux passions. Donc moi, ce qui est l'innovation, la tech, et lui, l'immobilier. On s'est dit, on se lance et on tente. Donc, on a mis quelques mois à développer le produit. On a recorrigé certaines choses, etc., qu'on continue d'ailleurs aujourd'hui de corriger, d'améliorer. Et en fait, on veut aussi donner à tous les jeunes qui vous écoutent, qui vous regardent, mais aussi à tous ceux autour de nous, qu'aujourd'hui, il est possible de monter une société et d'avoir quelques retours, même si on échoue, c'est pas grave, de vraiment monter au moins quelque chose, une première structure, pour pouvoir acquérir un peu d'expérience. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a autour de nous, donc l'IA, la tech, peu importe votre domaine, vous pouvez aujourd'hui, avec tout ce qui est mis à disposition, lancer votre business. Bon, alors, je le disais, on est dans la simulation d'investissement immobilier. J'ai envie de dire, et d'ailleurs ce que je vous ai dit quand vous m'avez contacté, c'est que des simulateurs d'investissement immobilier, il y en a des dizaines, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser sur tout Internet. En quoi la solution que vous proposez, vous pensez qu'elle se distingue des autres que l'on trouve sur ce marché? Ouais, aujourd'hui, on connaît plein de simulateurs qui sont soit pas assez travaillés, soit trop gadgets. Nous, on se différencie vraiment chez Zeyo, c'est qu'on fait le all-in-one. Tout est centralisé sur une seule plateforme. Donc déjà, c'est un gain de temps. Quand vous, Cédric, vous allez acheter un bien immobilier, vous allez jongler entre votre calculatrice, des dizaines de fichiers Excel, et vous allez vous démotiver à acheter. Je pense que je ne me trompe pas. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire quelque chose de simple, lucide et clair. Et avec notre approche, ce qu'on veut mettre, de l'originalité, de la simplicité aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais on veut quelque chose de simple aujourd'hui avec tout ce qu'il y a, les réglementations, etc. On veut vraiment faire quelque chose de simple. Donc, et on est vraiment du coup all-in-one. Et aussi, ce qu'on a fait par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a mis on est pur produit. On est tech first, data first. Et ça aussi, c'est ce qui nous change de beaucoup de nos concurrents. Bon, n'empêche qu'il y a une multitude de défis, j'imagine, et je parle pas que de l'idée de lancer sa boîte, mais pour développer un simulateur, pour être à jour du marché immobilier, des lois, des règlements, etc. C'est une foultitude de défis qu'il faut relever. Comment est-ce que vous les identifiez? Comment vous les surmontez? Enfin voilà, comment vous créez tout ça? Aujourd'hui, en effet, c'est très compliqué. Que ça soit quelque chose de tout bête comme l'UI, donc l'user interface, pour qu'elle soit simple, déjà, c'est compliqué. Pour pas qu'on ait non plus un jargon trop compliqué, avec des termes trop simples, déjà, ça, c'est pas évident. Ensuite, pour ce qui est de mettre à jour nos données, parce que c'est très important, ça change tous les mois, tous les trimestres, tous les jours, nous, ce qu'on a fait, c'est des automatisations. Notre site, aujourd'hui, il est automatisé 24 heures sur 24, et je n'y y touche même pas. Donc ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que toute transaction qui passe, tout ceci, cela, vos prix de mètre carré en fonction... C'est ça. Tout est à jour. Tout est à jour, toutes les minutes. Si là, il y a 5 minutes, il y a eu une transaction qui a été enregistrée chez DVF, donc c'est les transactions immobilières. Si elle a été enregistrée là, il y a 5 minutes, mon site, il est déjà à jour. Quel type de client vous ciblez parce que vous m'avez dit du primo-investisseur qui n'y connaît rien au marchand de biens, c'est quand même deux typologies de clients qui n'ont vraiment rien à voir et qui n'ont pas les mêmes attentes. Tout à fait. Alors, on prend le cas du primo-investisseur. Le primo-investisseur, il ne sait pas vraiment encore sur lequel se pencher. Il a entendu quelques termes, peut-être SCI, l'IH, peu importe, il y a le MNP, bail mobilité, il ne sait pas encore trop quoi faire. Il va prendre son bien qu'il a, par exemple, sur Se Loger, peu importe. Il va rentrer en quelques clics toutes les informations dont on lui demande. Après ces quelques clics, il aura un graphique avec des chiffres détaillés, avec son cash flow, le remboursement de crédit qui est très important aussi. Donc, il aura plein de chiffres et un petit graphique pour pouvoir comparer lequel est le mieux adapté pour lui. Donc, que ce soit du bail mobilité, du bail longue durée ou bien du Airbnb pour un meilleur rendement. Et le professionnel, entre guillemets, il y a le marchand de biens, puisque lui, il connaît déjà tous les termes, il sait exactement ce qu'il cherche. Et là, vous personnalisez aussi l'interface pour lui.
Tout à fait. En fait, Zayo a été conçu pour que ce soit vraiment du sur-mesure en fonction de chacun. L'expert, comme vous l'avez dit, qui va sur Zayo, il sait déjà ce qu'il veut puisqu'il sait déjà ce qu'il fait. Toute la journée, il le fait. Par exemple, un investisseur qui fait uniquement du neuf, du Pinel, par exemple. Il fait du neuf, et ben, il va se connecter sur notre plateforme, sélectionner le filtre « je ne fais que ça », et en fonction de ça, il pourra aller encore plus vite que ce qu'il n'allait avant. Et pareil pour le primo-investisseur. Vous nous avez parlé de la mise à jour des prix, etc., pour avoir le prix au mètre carré, nickel, etc. Un mot aussi quand même de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est législatif, parce que voilà, c'est un peu une spécificité française, mais ça bouge beaucoup parfois chez nous. Ouais, ça bouge même énormément. C'est leur activité préférée d'ailleurs. Et donc nous, ce qu'on fait, on va dire, pour un peu se battre face à ça, c'est qu'on fait une veille automatique de toutes les lois qui soit sont modifiées, soit sont votées, donc on va dire approuvées, donc de nouvelles lois, ou soit aussi les lois qui sont supprimées. Donc chaque semaine, on fait une veille parce que aussi, quand une loi est modifiée, ça change beaucoup de choses. Une loi qui est supprimée, encore plus. Et une qui est ajoutée, on n'en parle plus. Mais donc, ce qu'on va faire à terme, c'est de travailler avec un cabinet d'avocats qui va nous faire une veille beaucoup plus, on va dire, droite et beaucoup plus, beaucoup plus approfondie pour qu'on soit, bien sûr, dans les règles. On sent dans vos propos, Josh Tartour, que ça fourmille d'idées. Et que effectivement Zayo a quelques semaines et va encore largement se développer. Une première illustration avec ce cabinet d'avocats. Quelles sont justement les prochaines innovations que vous avez déjà en tête ou quasiment à jour et qui vont marquer le développement de Zayo? Oui, déjà c'est aussi l'un des défis qu'on a chez Zayo avec mon frère, c'est qu'on a beaucoup d'idées, donc faut aller vite, mais pas trop pour pas se brûler les ailes. Et du coup, nos innovations, c'est de mettre en fait à terme ce qu'on est en train de développer, qu'on est en pleine levée de fonds, etc. Mais on est en train de le faire, c'est de développer une extension, un plugin, peu importe, avec de l'IA qui va en fait vous permettre, à vous, investisseurs, primo-investisseurs ou bien marchands de biens, quand vous allez sur Le Bon Coin, que vous cherchez, vous avez 300 000 € de budget, vous voulez investir dans la région parisienne. Bon, si vous le faites sur Le Bon Coin et vous mettez seulement ces filtres, vous avez une centaine de pages qui s'ouvrent. Ouais, donc il va falloir se coltiner de faire la sélection nous-mêmes. C'est ça. Et nous, avec Zayo, ce qu'on vous promet, c'est que en fonction de votre profil d'investisseur que vous aurez prédéterminé à l'avance, vous aurez plus qu'une dizaine de pages, je peux vous le garantir, qui va sortir. Donc vous allez avoir... Parce que je vais vous avoir dit que je veux X% de rentabilité. Vous aurez déterminé en amont ce que vous voulez en net, bien sûr, il ne faut pas compter en brut, on veut votre rentabilité nette, où vous voulez investir, etc. Donc en fonction de vos recherches, vous avez ça, plus vous avez tous les jours les alertes des biens les plus rentables selon Zayo. Bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Qui paye quoi dans cette histoire-là? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Oui. Il va falloir que je m'abonne, il va falloir que... Alors chez Zayo, on a une promesse, c'est qu'on aura toujours une version gratuite, parce qu'on veut vraiment, à terme, démocratiser l'investissement immobilier. On veut le rendre possible et permettre à tous de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées. Mais sur ce plugin qu'on fait implémenter du coup d'IA, bon, on va dire, c'est un peu le buzzword, mais d'algorithmes, etc., il y aura bien sûr une version qui sera payante, mais on aura toujours une version gratuite. Et nous, ce sera achat intégré, comme on voit. Voilà, achat intégré. Mais ce qu'on aura, surtout, notre BM est basé sur le lead generation. Donc voilà. Oui. Bon, une petite question connexe quand même. Comment vous voyez la gestion de patrimoine et le digital, ou le digital dans la gestion de patrimoine, ou la gestion de patrimoine face au digital? Enfin, voilà. Vous êtes en plein dans cette révolution. Les CGP, on les sent volontaires, mais voilà. Vous voyez les choses comment? Moi, je pense vraiment que dans le secteur du patrimoine, la tech et l'humain, d'ici quelques années, ils feront plus qu'un. En tout cas, pour les plus malins, selon moi, ils feront plus qu'un. Et en fait, un CGP demain, il sera vraiment un architecte du patrimoine. Aujourd'hui, que ce soit le CGP ou des particuliers comme vous et moi, on investit de manière réactive. Moi, plus trop depuis quelques mois maintenant, parce que pour moi, c'est le futur de l'investissement. C'est l'investissement qui est proactif. Aujourd'hui, on investit de manière active. C'est-à-dire que si on a senti l'IA avec ChatGPT, etc., bon, je vais investir dans l'IA avec NVIDIA, etc. Donc, vous allez gagner peut-être que le pourcent, par exemple, si vous faites de la bourse. Mais si vous avez fait de l'investissement que j'appelle moi proactif, donc c'est-à-dire
bien avant les autres, donc on se renseigne sur les futures tendances, et ben en fait, vous aurez pu faire une performance ou une rentabilité bien plus supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ceux qui investissent aujourd'hui à Dubaï, ils font certainement, et c'est très bien, bravo, 8 à 10% de rentabilité par an. Si vous aviez acheté il y a 15 ans, vous en aurez fait peut-être x3. Eh ben, on sent de la passion en tout cas. Merci Josh Tartour d'être venu sur le plateau de Cœur de Patrimoine, donc cofondateur avec son frère jumeau de Zeyo, qui a quelques semaines et qu'on va suivre avec intérêt. À très bientôt. À très bientôt. Ben voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. Et puis un petit clin d'œil quand même, parce que cette émission a vu le jour il y a 1 an, c'était le 10 avril 2024. Et depuis, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous faire confiance et on vous en remercie. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.